Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Je reçois souvent cette question dans les commentaires. Avec quelle caméra est-ce que tu filmes? Alors plutôt que vous de présenter uniquement la caméra avec laquelle je filme actuellement, je vais vous présenter toute la gamme de caméras que j'utilise et que j'ai pu utiliser au fur et à mesure de mon activité sur YouTube et dans mes prestations professionnelles pour que vous puissiez faire votre choix de manière plus exhaustive. On commence tout de suite la présentation, générique. La gamme d'appareils que j'ai utilisé, qui est donc la gamme Sony, a bien évolué depuis ces dernières années. Et au début, tout simplement, je faisais avec ce que je pouvais. Je faisais avec ce que j'avais sous la main. J'avais pas forcément le budget au début de mon activité. Et en faisant des prestations avec, j'ai pu voir les limites et les contraintes de chaque appareil et essayer de les optimiser jusqu'au bout pour arriver d'avoir un résultat correct. Du coup, je vais pouvoir vous faire un retour pratique sur ce que j'ai utilisé au fur et à mesure des différentes années. Je vais vous présenter à la fois le matériel que j'ai en ma possession, mais aussi les évolutions que la gamme a subies au fur et à mesure des différentes années. Alors, on va pas parler technique trop poussée, un petit peu quand même, mais je vais surtout vous parler de mon ressenti et du confort d'utilisation de chacun de ces appareils. Alors, pour comprendre ce que je vais vous présenter, il faut que je vous présente également comment fonctionne la gamme Sony. Lorsque Sony sort un nouvel appareil, en fait, il ne remplace pas le précédent. Vous allez avoir le numéro de modèle, par exemple pour celui-là, le RX100, et derrière, vous allez avoir un chiffre en écriture romaine. Dans le jargon, ce chiffre, on l'appelle marque 4 par exemple. Donc pour le RX100 par exemple, vous allez avoir le RX100 premier du nom, le Mark II, Mark III, Mark IV, Mark V, Mark VI, etc. Et en fait, ce sont des modèles avec différentes fonctionnalités mais qui ne se remplacent pas les uns les autres. Pour chaque modèle de la gamme, bien évidemment, vous allez avoir une tarification différente et plus vous montez dans les marques et plus l'appareil va coûter cher. Et bien évidemment, plus il va coûter cher, plus vous allez avoir des fonctionnalités intéressantes. Alors on va voir justement quelles sont les fonctionnalités qui pour moi sont essentielles pour vous situer dans la gamme de prix en fonction de votre besoin. Mais avant de commencer, une nouvelle fois, je dois vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de la marque Sony. Alors, il n'y a pas d'opération sponsorisée ou de prêt de matériel, j'aimerais bien, mais tout simplement Sony a été la marque qui a fait le plus d'avancées sur ce type d'appareil photo et surtout sur la prise vidéo avec ces appareils photo. Moi, je considère plus ça comme des caméras que comme des appareils photo parce que mon utilisation quotidienne, c'est la vidéo. Sony a gagné des grosses parts de marché, est devenu numéro 1 au Japon par exemple, qui est un marché historique pour d'autres marques, donc vraiment c'est la marque qui est en train de s'imposer aujourd'hui sur le milieu de la vidéo avec ses caméras. Et ça, c'est pas pour rien, il y a vraiment deux choses qui font que Sony se détache de la concurrence. C'est d'une part la qualité vidéo, surtout sur ses appareils haut de gamme, mais surtout la rapidité de son autofocus. Sur toute la gamme que je vais vous présenter, il est rare que l'autofocus soit pris en défaut. On est rarement dans le flou, l'autofocus ne pompe pas comme on a pu le voir sur certains appareils de la gamme Panasonic. C'est vraiment quelque chose qui est fiable et sur lequel on peut se reposer et on va le voir pour certains de ces appareils, c'est très important. Alors la gamme Sony a également des inconvénients comme par exemple sur certains appareils on n'a pas l'écran retournable, ce qui est très dommageable. On a une moins bonne stabilisation que par exemple sur le Panasonic GH5 qui a une excellente stabilisation intégrée. Mais le plus important pour moi, ce qui m'a vraiment décidé, c'est la qualité d'image et l'autofocus, et ce sont deux éléments sur lesquels c'est indiscutable, Sony est bien meilleur que les autres marques. S'il y a un point que vous devez retenir, c'est que le matériel parfait n'existe pas, que ce soit pour les objectifs, les boîtiers, etc. Tout est une question de compromis et moi le choix de mon compromis a été porté sur cette gamme. On va commencer par le premier, c'est le plus petit, c'est le RX100. Il y a des gammes qui vont du RX101 au RX107 et celui que j'ai, c'est le RX104. Il est un peu vieux, mais sur l'essentiel, il fait encore très bien le job. Alors peut-être que vous serez surpris, vous vous dites mais quoi, mais c'est un appareil compact qui est vraiment tout petit, comment est-ce que ça peut sortir une qualité vidéo correcte? C'est un appareil de poche, ça vaut 600 € dans sa version Mark IV, mais ça a surtout un capteur 1 pouce. Un capteur 1 pouce, c'est ce que vous avez par exemple dans le Mavic 2 Pro avec lequel on tire de très belles images et celui-ci s'en sort très bien. Comme je vous l'ai dit auparavant, l'autofocus est excellent et ça permet de prendre de très bonnes vidéos sur un format aussi compact que ça. Alors vous allez me dire, ça fait pas très professionnel, c'est tout petit, etc. Mais il faut vraiment avoir quelque chose en tête, c'est que la meilleure caméra que vous pouvez avoir, c'est la caméra que vous avez sur vous. Parce que ça sert à rien d'avoir la plus grosse et la meilleure caméra du monde si lorsque vous en avez besoin pour filmer, vous ne l'avez pas sur vous, et ben c'est pas une bonne caméra ou en tout cas c'est pas la caméra qui est le plus adaptée à votre usage. Quand par exemple il m'est arrivé de partir jusqu'à 3 jours en prestation complète pour filmer le même reportage et que je pouvais avoir les gros appareils dans le sac à dos, et ben j'avais toujours cet appareil de poche sur moi et s'il y avait un moment à capturer,
hop, il y avait juste à mettre on-off et c'était parti, je pouvais filmer juste en sortant ça de la poche. Et ça m'a permis de prendre en vidéo des moments qui étaient essentiels et que j'aurais pas eu le temps de capturer s'il fallait que je sorte la caméra du sac, que je mette le bon objectif, etc. Alors pour voir la qualité de cet appareil, je vous prends rapidement un petit extrait vidéo. Vous voyez, là c'est parti, j'enregistre. Donc si on bouge un petit peu l'appareil, regardez. Franchement, la qualité vidéo est plutôt stable. Et si vous voulez regarder ce qu'il fait au niveau de l'autofocus, regardez, je mets ma main devant, focus sur la main, je l'enlève, focus sur la caméra. Vous voyez que c'est quand même plutôt réactif. Et je l'ai mis en mode normal, je ne l'ai pas mis en mode vitesse. Le gros avantage de cet appareil également, c'est qu'il a l'écran retournable. Lorsque vous devez vous filmer pour faire du vlog par exemple, vous voyez, alors on ne voit pas directement dans le rendu du rush, mais là j'ai un cadre autour de la tête et il arrive à bien garder ma tête en focus pour pouvoir être toujours net sur la vidéo. Je mets ma main, il fait le focus sur ma main, je mets mon visage et tout de suite, vous voyez, ça focus bien sur le visage de la personne que vous êtes en train de filmer. Et lorsque vous êtes à bout de bras, vous pouvez vous filmer à cette distance en focale 24 qui est la focale par défaut du Sony. Le gros avantage de cet appareil compact, c'est que lui, en Mark IV, il a une focale 24-70, c'est-à-dire un zoom en vidéo par 3. On va tout de suite commencer à zoomer. Vous allez voir que sur un appareil compact, c'est déjà impressionnant, ça vous permet quand même de prendre quelques scènes un peu éloignées. Et à partir de la Mark VI, vous avez une focale de 24-200, soit un zoom vidéo x8, ce qui est juste énorme. Avoir un boîtier comme ça compact qui est polyvalent et qui permet d'avoir une aussi grosse puissance de zoom, c'est juste inédit sur ce type de format. Intéressant également, vous avez, comme tous les appareils Sony de la gamme que je vais vous présenter, la recharge en USB en direct. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de sortir la batterie pour la recharger sur un adaptateur spécifique. Vous pouvez juste avec un cordon USB recharger directement l'appareil. Ça a deux avantages. Pour certains cas, vous n'avez pas besoin de vous transporter un chargeur multiple et pour d'autres cas, si la batterie est un peu faiblarde ou que vous devez faire tenir votre appareil sur la durée en termes d'autonomie, vous pouvez mettre une batterie externe qui alimente en continu l'appareil photo. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé d'utiliser sur les prestations, comme par exemple je devais filmer une conférence avec plusieurs angles, et ben je sais que l'autonomie elle est à environ de 20-25 minutes avec celui-là en mode vidéo activé, et du coup avec une batterie externe, je savais que je pouvais tenir beaucoup plus longtemps pendant la conférence sans avoir peur que l'appareil se déconnecte au bout d'un moment. Autre chose intéressante avec cet appareil-là, c'est qu'il peut faire des ralentis au maximum à 1000 images secondes. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Alors certes, la qualité du rendu à 1000 images secondes est pas extravagante, mais si vous diminuez à 500, 250 images par seconde, ce qui est déjà très raisonnable, vous pouvez obtenir de beaux résultats. Je vous montre quelques extraits de ralentis que j'ai pu faire avec cet appareil, donc en 1000 images secondes. Donc vous voyez que c'est intéressant, on peut capturer des petites scènes comme ça qui sont vraiment pas vues. Et donc cet appareil a 2 secondes de cache pendant lequel il va réussir à capturer les 1000 images par seconde. Et je crois que sur les appareils Mark 6, Mark 7, c'est jusqu'à 4 secondes ou 10 secondes de cache. Donc ça permet de prendre le temps de faire le beau ralenti. Par contre, il faut que vous soyez au courant que du coup, ça vous sort des fichiers vidéo qui sont très lourds. Pour 2 secondes de ralenti, à chaque fois, ça fait 250 mégabits. Voilà, il est très portable, hein, il fait 300 grammes et c'est vraiment un must-have à avoir sur soi. Alors, si on passe rapidement sur les avantages et les inconvénients, le premier inconvénient, c'est que la batterie est faiblarde en vidéo. Ça peut se compenser en achetant plusieurs batteries que vous rechargez auparavant ou également avec la recharge USB. Lorsque je suis un peu limite, que ce soit sur tous les appareils, au niveau autonomie, ce que je fais, c'est que dès que j'ai terminé ma prise de vue vidéo, quand je le remets dans la sacoche, je remets la charge USB avec une batterie externe et du coup, ça me permet de tenir comme ça toute la journée. Gros inconvénient pour ce RX100, il n'y a pas de prise micro externe. Tout du moins jusqu'à la version Mark 7. Donc peut-être que vous vous étiez déjà posé la question pendant cette vidéo, à quoi servent ces petites moumoutes là que j'ai mis sur le dessus? C'est pour pouvoir utiliser le micro interne et pouvoir atténuer les effets du vent lorsque je suis en train de filmer en extérieur en mode vlog. On a fait tout un tuto sur le sujet et un test sur le sujet, je vous mets le lien en fiche. Et donc à partir du Mark 7, qui est un appareil quand même assez onéreux, je crois qu'il vaut 1350 €, vous pouvez avoir une prise de son externe et brancher un micro externe. Et là, ça en fait vraiment l'appareil vlogging ultime. Vous avez un appareil qui est compact, vous avez un micro avec un son de bonne qualité, vous pouvez vous balader comme ça. Vraiment, si vous avez le budget et que vous voulez vous filmer, c'est l'appareil qu'il vous faut. En autre inconvénient, on pourrait dire que la taille du capteur est quand même un peu limitante en basse luminosité. Je vous mets un extrait vidéo de ce que j'ai pu tourner pendant le test du skate électrique que vous avez pu voir sur la chaîne. Vous voyez qu'en condition de très basse luminosité, mais là je le pousse vraiment, forcément il y a du bruit sur l'image et l'image est de moins bonne qualité. Mais bon, c'est un capteur 1 pouce, on ne peut pas lui demander des miracles non plus. Un inconvénient qui est sur
Toute la gamme Sony cette fois, c'est que Sony est connu pour avoir des menus très compliqués. Alors certes, on peut absolument tout paramétrer, mais lorsqu'on doit trouver une option en particulier, si on n'a pas l'habitude, et même quand on a l'habitude, on doit scroller. Alors bon, ça au bout d'un moment, j'ai envie de dire, on trouve les fonctionnalités les plus importantes, on les met en favori, ça permet de outrepasser un petit peu cette complexité, mais pour une première utilisation, c'est vrai qu'on peine assez au début à trouver ces marques dans ces menus-là. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? C'est un très bon appareil vidéo et c'est un très bon appareil vidéo secondaire. Moi je l'aime bien l'avoir sur moi au cas où si j'ai un problème avec une grosse caméra lorsque je suis en prestation. Comme dirait la devise familiale, toujours avoir un temps d'avance, et le fait d'avoir une bonne caméra compacte de qualité avec soi, ça permet de se rassurer pour être sûr d'être professionnel pendant la prestation et de pouvoir assurer ses arrières. Donc l'appareil que vous voyez là, pour anecdote, c'est l'appareil qui a servi pour toutes mes premières vidéos YouTube. Si vous allez voir dans le fin fond de ma chaîne, vous verrez que le son est beaucoup moins bon vu que forcément c'est un micro interne, mais ça m'a permis pour un budget raisonnable de 600 € pour la version Mark IV de pouvoir vous fournir du contenu sur YouTube de qualité quand même, enfin tout du moins je l'espère. Pour anecdote également, lorsque j'ai connu Guillaume Ruchon, quand il est venu sur ma chaîne pour que je lui apprenne à piloter un drone, il avait cet appareil là et lui il comblait le manque de qualité au niveau du son avec un enregistreur externe et ça lui permettait après de synchroniser les deux et de pouvoir faire ça au montage avec un son de bonne qualité. C'est un peu fastidieux, mais ça fonctionne. Pour anecdote également, voici une prestation que j'ai tournée, donc quelques images d'exemple avec cet appareil où la plupart des premiers plans étaient tournés avec cet appareil de poche pour des raisons pratiques et donc vous pouvez voir qu'il s'en sort quand même très bien niveau qualité d'image. Donc voilà pour le RX100, je vous mets tous les liens des différentes versions en description et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir en commentaire. Deuxième appareil que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la gamme RX10. Alors moi j'ai le RX10 Mark III et ça va jusqu'à le RX10 Mark IV aujourd'hui sur le marché. C'est le même capteur que le RX100 mais au format bridge, c'est-à-dire avec un objectif qui est intégré au boîtier qu'on ne peut pas changer et ça permet de filmer avec plus de liberté. Déjà, l'avantage de ce format boîtier, ça permet d'avoir des boutons beaucoup plus accessibles, d'avoir beaucoup plus d'options et ça fait aussi plus pro. Par exemple, on va pouvoir paramétrer directement le focus ici, on va pouvoir sélectionner le mode de focus là, on va pouvoir paramétrer les boutons sur le dessus, etc. Et en termes d'ergonomie, c'est quand même beaucoup plus pratique que de devoir tout faire avec des petites molettes sur ce petit format. Mais le gros avantage de cet appareil, c'est que c'est un monstre de zoom. Sur ce boîtier, tout intégré, vous allez avoir un zoom par 25. C'est juste énorme et c'est du jamais vu sur ce type d'appareil. Pour les données techniques, ça veut dire qu'il a une focale 24-600. Ceux qui connaissent seront impressionnés. Allez, on va tout de suite faire un petit test. Alors, je vais passer en mode vidéo. Donc regardez, là je suis au niveau du zoom 0, on passe sur la vue de cet appareil et c'est parti. Regardez-moi ça, le niveau de zoom que l'on peut avoir. Et vous voyez que même à cette distance-là, je vais décoller les coudes de la table. En termes de stabilisation, là c'est comme si j'étais debout en fait et que je tenais l'appareil. Et on est sur un zoom 600. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Ça a un gros avantage, c'est que du coup, ça va permettre de prendre des plans de très très loin avec un appareil qui est hyper léger et hyper compact. L'appareil fait 1 kg, ça sent en main et c'est vraiment très confortable lorsqu'on fait une journée de prestation. Vous avez également une entrée micro, vous avez une sortie HDMI qui permet de mettre un écran externe, on y reviendra un peu plus tard, mais par contre, vous n'avez pas d'écran retournable, donc ça veut dire que c'est pas avec ça que vous pourrez faire du blog parce que vous ne saurez jamais si vous êtes cadré, sauf si vous avez un écran externe. Il a également la possibilité de faire des ralentis en 1000 images par seconde, c'est aussi appréciable. Mais on va retrouver le même capteur et en basse luminosité, ça va poser parfois un petit peu problème. Sur cette version-là, l'ouverture n'est pas constante sur toute la gamme de focales et du coup, lorsque vous êtes à fond de zoom, vous allez avoir de l'image qui va bruiter assez rapidement. Je vous mets quelques extraits vidéo que j'ai tournés en prestation. Vous voyez que quand on vous détaille de loin avec des conditions de très basse luminosité, la qualité n'est pas aussi excellente qu'en plein jour. Mais la qualité lorsqu'on est en plein jour est quand même excellente sur cet appareil. On a également, avec toute la gamme Sony, une application mobile qui permet de servir d'écran secondaire. Aujourd'hui, cette application, soyons francs, est très buggée, c'est assez compliqué. Souvent, ça se déconnecte, il y a des difficultés de connexion entre l'appareil et l'application. Il y a du lag, des fois, ça freeze pendant 3 secondes lorsqu'on est en train de tourner. Donc vraiment, si vous souhaitez avoir une alternative à l'écran qui n'est pas pivotable, privilégiez un écran externe qui sera beaucoup plus fiable que l'application mobile intégrée. Petit inconvénient sur cet appareil également, c'est sa faible autonomie. J'ai un peu le même problème qu'avec le RX100, c'est-à-dire qu'au bout de 20-30 minutes, la batterie va flancher
Et en prestation, lorsqu'on doit durer pendant plusieurs heures, c'est assez complexe de gérer ce problème d'autonomie-là. Donc pareil, hein, lorsque je filme, là j'ai toujours le micro USB qui est de ce côté, qui est branché à une batterie externe. Et du coup, je me mets la batterie externe à la ceinture, hop, je le branche en micro USB dessus et ça permet de recharger l'appareil en continu. C'est assez fastidieux, hein, on ressemble un peu à un cyborg lorsqu'on est équipé comme ça lors d'un tournage. Alors pour anecdote, cet appareil a été mon appareil de référence pour aller 75% de toutes mes premières vidéos YouTube parce qu'on avait une prise micro externe, mais également pour toutes mes premières prestations vidéo, je les ai faites avec lui et j'ai évolué avec cet appareil-là. C'était au tout début de mon entreprise lorsque j'avais pas encore de quoi investir et je tiens à faire un remerciement tout particulier à mon père. Merci papa, parce que en fait c'est son appareil et à chaque fois que je devais tourner une vidéo, du coup j'allais lui emprunter. Donc cet appareil il m'a vraiment permis d'évoluer parce que déjà il y avait une puissance de zoom monstre, c'était hyper pratique en tournage, mais également parce qu'il avait certaines contraintes, certaines limites et on devait jouer avec ces contraintes et limites pour arriver à avoir la qualité de vidéo qu'on espérait. Je dis on parce que ça inclut aussi Mathis, hein. Lorsque Mathis est arrivé dans l'entreprise, on a commencé avec ça. En conclusion, c'est une évolution logique sur ce format-là du RX100 et les gros avantages, c'est que voilà, c'est plus pratique à l'utilisation, on peut mettre un micro externe, on peut mettre un écran externe, ça fait plus pro aussi en prestation, hein. Des fois quand je sortais lui en prestation, on me disait mais tu filmes avec ton appareil photo, mais c'est nul. Non, au niveau des capteurs, c'est exactement la même qualité, lui il me permet juste d'avoir un zoom plus important et d'avoir les paramètres directement à portée de main. C'est pas la taille qui compte, on n'arrêtera pas de leur dire. Donc pareil, je vous mets le lien des différentes gammes en description et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, au niveau des tarifs, on tourne autour des 1200, 1300 €, etc. Donc vous voyez que sur le haut de gamme de cet appareil, on est sur les mêmes tarifs que celui-là. Donc si vous voulez commencer à faire des prestations vidéo avec un appareil qui soit pratique et qui puisse faire plein de choses différentes pour le même budget, je vous conseillerais plutôt celui-là. Celui-là, c'est vraiment en caméra secondaire. Ou alors vous prenez celui-là sur la version Mark IV et vous prenez celui-là sur la version Mark IV également. Et du coup, vous avez un budget de environ 1400 et 600. Et du coup, ça vous permet d'avoir un appareil de secours et un bon appareil principal pour un budget raisonnable de 2000 €. Le troisième appareil, c'est vraiment le dernier appareil qu'on a acheté dans l'entreprise et qui a révolutionné nos prises de vue en vidéo, mais qui n'est plus du tout dans le même budget. Il s'agit de l'A7 III et l'A7 III, c'est celui avec lequel je suis en train de tourner. Donc du coup, on va switcher de cet appareil à cet appareil maintenant. Voilà, donc là on vient de switcher sur la qualité du RX10 que je viens de vous présenter juste avant. Vous voyez que ce n'est pas exactement la même image. Et ce qui explique cette différence d'image, c'est principalement le capteur qu'il y a dans ce boîtier, dans celui de l'A7 III. C'est un capteur plein format, donc c'est un capteur qui est beaucoup plus grand que ce qu'on peut retrouver traditionnellement sur le marché. Et c'est ça qui permet, grâce à la taille des photosites, c'est-à-dire la taille des pixels qu'il y a sur ce capteur, qu'on a une excellente netteté, qu'on a une excellente lumière par petit pixel. Et du coup, c'est ça qui fait une belle image. Dès la première utilisation, on a eu vraiment une grosse claque dans notre entreprise parce qu'on a juste eu à mettre la caméra en auto, on a allumé et on a fait waouh, ok, on n'est plus sur le même niveau. Là, on vient vraiment d'évoluer. Ce qui fait la qualité de cette caméra, c'est non seulement le détail de l'image, mais également la précision du flou d'arrière-plan que j'apprécie particulièrement. Pour anecdote, on m'a souvent mis dans les commentaires des vidéos tournées avec cet appareil « Ah, mais au début de la vidéo, je croyais que tu étais sur un fond vert. » Non, c'est que l'arrière-plan était assez flouté, très homogène et ça permet de faire un beau rendu que j'apprécie particulièrement. Donc pour vous montrer, hein, le capteur plein format, vous voyez, c'est plutôt grand dans ce type de boîtier. Et comme vous pouvez le voir, donc, ce boîtier permet bien évidemment d'avoir des objectifs interchangeables. Donc cet appareil, il va avoir un certain nombre d'inconvénients. Mais à chaque fois, il y aura le mot « mais » la qualité d'image est juste superbe. Et en fait, c'est ça qui m'a décidé dans mon choix et je regrette absolument pas quand je le compare aujourd'hui à d'autres caméras, d'autres collègues, parce que cette qualité d'image, c'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, c'est vraiment l'appareil de référence sur le plein format. Et si vous avez un budget d'environ 3 000 à 4 000 €, c'est cet appareil qu'il vous faudra acheter parce que les autres appareils de la même gamme, comme par exemple le GH5, vont jamais avoir le même rendu que ce que propose l'A7 III aujourd'hui. Donc dans cette configuration, l'appareil est un peu plus lourd, il fait 1,3 kg. Ça se ressent en main, on va pas se mentir, mais la plupart du poids se base plus dans l'objectif que dans le boîtier. Il n'y a pas de super ralenti comme sur les gammes précédentes, je suppose que d'un point de vue logiciel, ça doit être un peu plus compliqué avec plus de data de faire des super ralentis. Cet appareil propose une grosse montée en ISO. L'ISO, c'est la correction numérique lorsque vous êtes en basse luminosité pour augmenter la luminosité. Donc c'est un truc qu'aiment pas trop les vidéastes et photographes d'habitude parce que l'ISO, c'est vraiment le dernier paramètre qu'on va utiliser pour augmenter la luminosité vu que ça va faire du bruit sur l'image.
Or cet appareil, il peut monter jusqu'à 102 000 ISO, c'est juste énorme et surtout en photo, il propose une bonne qualité d'image jusqu'à 12 500 ISO et ça c'est vraiment quelque chose de chouette parce que ça permet une polyvalence sur le terrain qui est juste géniale en basse luminosité. Vous avez peut-être dû le voir dans mon test Mavic 2 Pro versus Zoom versus Mavic Mini. J'avais mis l'A7 III en comparatif à côté et lorsqu'on éteignait toutes les lumières, tous les capteurs étaient complètement noirs ou bruités et l'A7 III s'en sortait plutôt bien alors qu'il n'y avait quasiment aucune source de lumière. Lorsque je me suis amusé à le tester lorsque je l'ai reçu, j'étais bluffé de voir qu'il y a certains recoins sombres dans le bureau où je voyais mieux avec l'appareil photo qu'avec mes propres yeux, c'était juste fou. Par contre, avoir un plus gros capteur, ça veut dire que derrière, il va falloir de plus gros objectifs pour avoir une distance focale plus longue, autrement dit le zoom. Et ça a comme inconvénient qu'on va avoir une plage focale très réduite. Là où le RX10 avec lequel on est en train de filmer peut aller jusqu'à 600, si vous mettez un 600 sur cet appareil, l'objectif va faire environ ça de long. Donc c'est vraiment pas pratique. Là avec moi j'ai un objectif zoom qui est très polyvalent, on y reviendra dessus. Il va jusqu'à 105, là où celui avec lequel on est en train de filmer peut aller jusqu'à 600. Je vais vous faire un petit exemple. Hop, là on est en 24 mm et là on est en 105. Vous voyez, on va pas quand même à une distance équivalente qu'avec cet appareil-là. Mais en même temps, c'est le prix de la qualité. Si vous voulez un plus gros capteur et de plus belles images, forcément, ça va être plus compliqué d'avoir une distance focale très longue avec des petits objectifs. Comme sur le RX10 avec lequel on est en train de filmer, il n'y a pas d'écran retournable et c'est un gros point noir. Sony, faites quelque chose s'il vous plaît. Ça ferait un appareil parfait le fait d'avoir un écran retournable. Vous voyez là, étant donné que j'ai mon écran externe sur l'A7 III, et bah du coup j'ai pas d'écran externe sur le RX10, donc là je ne vois absolument rien de ce que je suis en train de filmer. Je fais confiance à l'appareil et s'il y a un problème, je ne verrai rien. Je serais très déçu de devoir tout refaire à nouveau comme c'est m'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors comment est-ce que je fais sans écran retournable? Et ben j'utilise un écran externe que je branche sur le port HDMI. Donc vous avez l'HDMI qui se branche ici sur le côté, vous avez l'écran qui se met directement sur la griffe de l'appareil et du coup vous pouvez avoir un beau retour écran. Celui-ci, c'est un écran de la marque Desview, c'est le modèle P5. C'est un écran qui est relativement accessible, qui propose pas mal de fonctionnalités et qui est très bien pour mon utilisation, qui est juste avoir un retour vidéo. Donc cet écran m'a été envoyé par la marque au moment où j'en avais besoin parce que autant j'avais Matisse avant pour cadrer derrière, quand Matisse est parti pour faire une pause de 6 mois avant de revenir, et du coup j'avais besoin d'un écran pour me voir et donc ça m'était envoyé par cette marque et j'en suis plutôt très content. J'en suis très content parce que à la base j'avais envisagé de mettre une cage sur l'A7 III. Une cage, c'est en fait en gros un truc métallique qui vient autour de la caméra sur lequel on peut fixer plein de trucs. Et si je voulais à la fois mettre un micro externe et à la fois l'écran, et ben c'était à peu près la seule solution. Or, l'écran qui m'a envoyé, il est juste génial parce qu'il a une griffe ici qui est l'équivalent de la griffe micro mais sur le bras métallique de l'écran externe. Donc du coup, lorsque je veux utiliser un micro externe, hop, il suffit de le mettre sur cette petite griffe, de visser et on peut avoir quand même le micro sur son appareil de manière assez portable sans pour autant avoir besoin d'acheter une cage. Voilà, ça c'est un beau setup de vlog. Donc lorsque vous branchez l'écran, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ça coupe l'écran qui est à l'arrière de l'appareil et du coup ça vous met le retour ici. Donc le gros avantage c'est que pour moi de loin je vois le retour son, ce qui me permet de savoir si le son est bien enregistré, c'est essentiel, et tous les autres paramètres. Donc là vous voyez l'écran est à l'envers mais on peut le retourner dans les paramètres, dans les menus. On peut gérer également le focus picking, donc voir où est-ce que l'appareil fait le focus directement avec un traitement de l'écran. Donc ça permet de voir le focus picking de beaucoup plus loin que si on le mettait en paramètres sur la caméra. On peut également mettre des zébras, des fausses couleurs, enfin il y a tout un tas de paramètres. J'utilise pas tout, mais c'est quand même un appareil qui est très complet. Vous voyez également sur les bords, on a un petit scratch. En fait, ça sert à mettre un pare-soleil autour de l'écran et c'est juste génial. Lorsqu'on est en train de tourner en extérieur avec le gros écran là et qu'on a le pare-soleil, ça permet d'éviter les reflets. C'est vraiment hyper pratique. Donc voilà, Desview P5, je vous mets le lien en description également. Alors si on reparle maintenant juste de l'A7 III, on va enlever l'écran, on va l'éteindre. Finalement, on se retrouve avec les mêmes problématiques que les photographes, c'est-à-dire que plutôt que de se concentrer sur le boîtier, on va se concentrer sur l'optique. Quelle optique choisir? Parce que c'est vraiment la qualité de l'optique qui va faire toute la différence sur ce type d'appareil. Donc moi, j'ai pris une optique de base entre guillemets. Pourquoi de base? Parce qu'elle est quand même, c'est un budget de 1000 € à peu près. C'est une optique qui est très polyvalente. C'est un 24-105 qui est stabilisé au niveau de l'optique. Donc stabilisation du capteur plus de l'optique, ça fait 5 stabilisations en tout, ce qui permet de faire des images comme ça à la volée sans que ça tremble trop. Je vous montre tout de suite un exemple en live. Voilà, là je rec, voilà, là je bouge comme ça la caméra. Ça amortit un peu, pas aussi bien que les petits capteurs parce que c'est plus facile de stabiliser les petits capteurs, mais ça stabilise quand même. Vous voyez, quand on fait des petits tremblements comme ça, voilà.
C'est pour ça que d'ailleurs que le Panasonic GH5 stabilise mieux que la 7 III, c'est parce qu'étant donné qu'il y a un plus petit capteur, c'est plus facile de stabiliser pour le faire bouger à l'intérieur du boîtier. Celui-là, étant donné qu'il est beaucoup plus gros, c'est un peu plus compliqué. Je reviens sur l'optique, donc c'est une optique f4, donc l'ouverture n'est pas faux folle, mais en même temps, si on veut un zoom qui soit polyvalent entre 24 et 105, on est obligé forcément d'avoir une luminosité qui est un peu plus faible. Si on veut une meilleure luminosité, on est obligé de passer sur des optiques fixes, c'est-à-dire qu'on a une focale fixe, et là on aura beaucoup moins de modularité. J'ai fait plusieurs prestations avec, et autant vous dire que cette modularité-là, elle est super importante pour moi, et ça m'a vraiment permis de faire tous les plans que je voulais, à la fois très proche et moyennement loin, sans avoir à changer d'optique, ce qui est extrêmement fastidieux lorsqu'on doit choper un événement qui se fait en temps réel. On va pas dire par exemple à un mariage arrêtez, est-ce que vous pouvez attendre pour faire de bisous parce que il faut que je change mon optique, du coup c'est dans mon sac à dos, bougez pas. Non, on peut pas faire ça en pratique, donc du coup le fait d'avoir ça dans un seul objectif, vraiment c'est plutôt chouette. Pour vous dire à quel point c'est fastidieux de changer les optiques, il y a certains photographes dans les mariages, ils ont deux boîtiers avec deux focales différentes et en fonction de la focale qu'ils souhaitent, ils prennent un appareil photo à droite ou à gauche. Donc voilà, j'aime beaucoup cette optique. Si vous devez en prendre une pour commencer avec cet appareil, c'est vraiment celle-là. Elle vous servira tout le temps et elle est très polyvalente, très précise, elle est très bien notée. Et du coup, je me suis pris deux autres optiques. La première, c'est pour aller un peu plus loin dans le grand angle. Donc là, ça descendait jusqu'à 24 mm de focale. Là, ça descend jusqu'à 17 et du coup, ça permet de prendre des photos ou des vidéos par exemple d'immobilier où on a besoin de beaucoup plus de recul dans des petites pièces, etc. Et j'ai pris la marque Tamron qui est excellente parce qu'elle propose des objectifs qui sont quasiment moitié prix que Sony pour une qualité quasiment équivalente. Donc je vais la mettre dedans, vous allez voir ce que ça fait en focale 17. Voilà, donc là on part de 28 mm et on peut aller jusqu'à 17. Donc vous voyez que si je me filme comme ça, donc je vois pas le rendu vu qu'il n'y a pas d'écran retournable, mais vous voyez que ça va beaucoup plus loin et ça permet de prendre un angle beaucoup plus large. Les optiques Tamron sont généralement très appréciées par les vidéastes et photographes sur les groupes Facebook internationaux, de ce que j'ai pu en voir, parce que vraiment ils proposent des qualités sympas à des prix qui sont beaucoup moins chers que les Sony. Cette optique ouvre en 2.8, donc ça permet d'avoir une meilleure luminosité que l'optique que je vous ai présentée précédemment qui est en f4. Donc du coup vous aurez un petit avantage en conditions de basse luminosité. Dernière optique que j'ai choisie, c'est la 90 macro OSS de chez Sony. Alors OSS ça veut dire qu'elle est stabilisée en vidéo et en photo. 90 ça veut dire que c'est une focale qui est quand même assez longue, c'est une focale qui est fixe, mais surtout ce qui m'intéresse dans cette optique-là, c'est qu'elle est très précise, elle est très nette au niveau des images, donc elle est parfaite pour faire des portraits par exemple, ou des prises de vue de loin, mais aussi macro, ce qui fait qu'elle peut prendre des objets de manière très rapprochée. Je vais vous montrer un exemple, hop, je vais protéger ça avant. Alors là, je vais me mettre en manuel, je vais me mettre en distance focale minimale. Voilà, donc vous voyez par exemple la petite moumoute de cet appareil. Voilà, on va pouvoir se rapprocher jusqu'à ce niveau-là. Vous avez vu, c'est juste excellent en termes de niveau de détail. Donc ça, pour faire des reviews de produits, on doit passer très proche des produits. C'est juste excellent. Donc une optique fixe, donc qui aura une distance focale fixe, donc vous serez obligé de vous reculer si jamais vous voulez prendre le bon cadre, mais assez polyvalente quand même, parce que très performante au niveau de la netteté et polyvalente au niveau des portraits de loin et à la fois en macro. C'est un peu mon optique coup de cœur pour me faire plaisir celle-là, disons-le. Donc voilà pour toute cette gamme, j'espère que vous en savez un peu plus. En tout cas, si vous avez un choix à faire, si vous débutez et que vous ne voulez pas trop mettre le budget, ça sera clairement le RX10 qu'il vous faudra. Si vous avez un peu plus de budget et que vous voulez avoir un niveau de qualité vraiment au-dessus, et ben, il faut passer sur la 7 III sans aucun doute. C'est vraiment l'appareil de référence en ce moment sur le marché et vous ne vous tromperez pas en le prenant. Prenez une 24-105 et ça ira très bien pour débuter et même pour vous perfectionner. J'ai quelqu'un qui fait de la vidéo, un collègue juste à côté de moi, il vient de passer à la 7 III après que je lui en ai parlé et il est bluffé par la qualité et il utilise maintenant que ça dans toutes ses prestations pro, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Je voulais vous présenter en bonus la GoPro, donc on va imaginer qu'elle est dans ma main parce que j'arrive pas à la retrouver dans mon bureau, elle doit être quelque part dans le bordel par là-bas. Vous avez de toute façon déjà pu voir les tests que j'ai fait avec cette caméra, je vous le mets en fiche. Pourquoi est-ce que je vous parle de la GoPro? Parce que en fait elle m'a été utile sur les prestations de manière assez surprenante. Je m'attendais pas à utiliser une GoPro. Par exemple, je vais vous montrer quelques images que j'ai tournées en Islande pour une société d'événementiel et toute la première partie de la vidéo, en fait, il pleuvait énormément, c'était terrible en termes de conditions, je voulais pas abîmer le matériel et du coup, la seule chose que j'avais sous la main, c'était soit mettre un sac plastique sur la 7 III, mais il pleuvait tellement, on était sous une cascade, enfin c'était extrêmement problématique en termes d'humidité. Et bah du coup, j'ai pris ma GoPro pour faire quelques plans voilà, de secours en fait, pour pouvoir les utiliser quand même et j'étais surpris du rendu de la caméra. Alors certes,
C'est pas une caméra équivalente à des caméras professionnelles, mais ça peut dépanner, c'est assez bien stabilisé et ça permet de faire des plans pas trop vus, comme par exemple à l'intérieur de petits interstices. Par exemple, voici un plan que j'ai fait dans une suspension, j'aurais pas pu la faire autrement qu'avec une GoPro. Et surtout en conditions difficiles, en conditions d'action cam aussi bien évidemment, c'est un appareil qui pourra vraiment vous être utile. Donc maintenant quand je pars en presta, en fait j'ai cet appareil, la 7 III, j'ai le RX100 sous la main au cas où si la 7 III me lâche et j'ai également la GoPro qui me permet de faire 2-3 plans pas vus, des plans assez sympas ou des plans de secours dans des conditions extrêmes. J'avais noté une phrase, c'était « Pourquoi la GoPro ? Parce que tous les plans ne sont pas possibles à réaliser avec une caméra qui ne peut s'abîmer. » Ça pourrait faire un excellent slogan. J'aime beaucoup également, pour anecdote, le mode de time warp, j'aurais jamais réussi à le prononcer correctement, qui permet de faire des time-lapse stabilisés. Et ça, c'est une fonctionnalité que j'ai utilisée dans plusieurs cas, dans mes prestations aussi. Ça permet d'avoir une impression de contexte un peu comme un drone, dans des endroits où on n'a pas le droit d'utiliser le drone. Et ça m'a été assez utile. Voilà, vous savez tout sur mon setup de tournage. J'ai encore plein d'autres choses à vous présenter dans mon setup au quotidien. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai une joie de vous le présenter. En tout cas, j'espère que vous en aurez un peu plus appris aujourd'hui. Pareil, hein, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Pause Tech. Salut! Take you up and tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart.